directement, justement pour faire le lien aussi avec l'IA. L'IA aura certainement ça. Ils sont ouverts, hein, normalement, il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit. Et, ils sont ouverts. Et justement, là, on parle d'éco-responsabilité pour booster le marché de la rénovation. La rénovation, eh bien, du coup, le lien peut-être aussi avec l'IA, justement. Alors, on ne va pas forcément parler d'IA là lors de votre intervention, mais toujours est-il que, ben voilà, c'est juste pour faire le lien, parce qu'il y aura certainement une partie prenante de l'IA. Merci d'être avec nous. On vous écoute avec attention. Je vous rappelle, si vous avez des questions, alors ou en cours de présentation, ou en tout cas à la fin, on aura forcément le temps de questions-réponses avec la zapette. Voilà le vert, on avance. Sébastien Guillot, CF Group. Merci Sylvain. Avec plaisir. Vendredi matin, c'est les bons élèves, hein, ceux qui n'ont pas trop fait d'abus le jeudi soir. Voilà, et surtout qui sont intéressés alors, par l'IA précédemment, par justement l'idée de rénovation, puisque vu le contexte qui s'annonce un petit peu, on va dire, délicat, la rénovation, c'est un vrai marché de toute façon qui s'ouvre pour faire du business. Il faut se projeter vers le futur et l'IA est une solution et on verra que la rénovation, il y a énormément de perspectives exactement, aussi exactement. avec ce marché-là. Donc pour débuter un petit peu la présentation, on va parler de la problématique. Dans le secteur de la piscine, on est un peu chahuté par les dénonciations éthiques. On nous dit qu'on consomme de l'eau, de l'énergie et de la chimie. Et c'est un vrai problème parce qu'on a ce risque-là d'avoir des interdictions de construire les piscines, d'avoir des interdictions de remplir les piscines. Et donc il faut absolument qu'on se lance vers l'éco-responsabilité, toute la filière, pour trouver des solutions, pour contrer ces arguments des activistes. Et même ces arguments politiques, puisque c'est le ministre de la Transition écologique qui a interdit la vente de piscines hors sol dans les Pyrénées-Orientales il y a 2 ans. Et donc on a quand même ce risque-là d'avoir un marché qui est freiné par des problèmes réglementaires. Donc si on regarde un peu plus sur la partie l'eau, je pense qu'il y a pendant 2 années, on a eu des épisodes de sécheresse, on était en stress hydrique et on a eu ces problématiques de remplissage. Et puis finalement, cette année, il y a eu un afflux d'eau, on a été presque dans l'inondation un peu partout. On l'a vu ça encore sur l'Espagne. Et en fait, ce qui se passe, c'est surtout un dérèglement climatique où on va alterner des phases extrêmes, un coup de sécheresse, un coup d'inondation. Et il faut être capable de gérer ça. Donc le cycle de l'eau, elle ne disparaît pas. Elle a un cycle. Je fais la parenthèse, c'est qu'avec ce réchauffement climatique, chaque degré que la planète prend, c'est 7% d'évaporation d'eau en plus. Donc en fait, on vient accentuer l'accélération de ce cycle d'eau. Et du coup, on se retrouve de plus en plus avec ce qui s'est passé cette année. Et difficulté d'accès au chantier, difficulté avec ces inondations, comme on l'a vu récemment en Espagne. Et donc, il est important que la filière se trouve des solutions pour préserver cette ressource, puisqu'on n'a que 1% d'eau douce sur la planète. Et dans ces 1% d'eau douce, il y en a plus de 70% qui sont dans les glaces. Donc finalement, en eau de surface, que ça soit dans nos nappes, il n'y en a pas tant que ça. Et en la France, on a la chance d'être traversé par des fleuves, donc on ne s'est jamais trop posé la question. Mais il y a un gros plan de réutilisation des eaux, puisque aujourd'hui, on ne recycle que 1% des eaux en France. Et il y a un plan national pour recycler jusqu'à 10% des eaux. Quand on voit qu'Israël recycle 85% de ses eaux, ou l'Espagne est à 25%, nous, il faut absolument qu'on trouve des solutions pour mieux gérer ça de notre côté. Le deuxième point, c'est l'énergie. On l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine. Ça a bouleversé un petit peu notre relation à l'énergie. La France en a été plus ou moins préservée. Il y a eu des hausses et des baisses. Là, ce qui est à noter, c'est que, autant pour l'eau, le premier consommateur, c'est l'agriculture. Donc c'est vrai qu'on a été pointé du doigt, secteur piscine, en disant « vous consommez de l'eau », mais si on regarde les usages résidentiels domestiques sur l'eau, c'est vraiment faible. Par contre, en énergie, ce n'est pas le cas. En énergie, le résidentiel pèse 28% dans les consommations des Français. Donc là, quand on chauffe une piscine, quand on fait tourner un local technique, on vient alourdir la facture d'électricité de la maison. Il y a beaucoup de gens qui vous disent ça coûte cher. Et donc là, on a aussi une responsabilité de trouver des équipements qui soient plus autonomes, économes en énergie, voire autonomes, voire même des solutions alternatives pour avoir une piscine à énergie positive. Et contrairement à l'eau, sur l'électricité, on peut faire un ROI, un retour sur investissement. On l'a vu dans le photovoltaïque.
Aujourd'hui, vous investissez dans des centrales solaires et finalement, au bout de X années, vous avez un retour soit vendant votre kilowatt, soit en étant en autoconsommation. Sur l'eau, ce n'est pas le cas. L'eau, aujourd'hui, ça coûte rien en France. On paye ça 4 ou 5 euros du mètre cube. Et quand on voit qu'une piscine, une 8 par 4, consomme 10 à 15 mètres cubes d'eau par an, même si vous économisez 10 mètres cubes d'eau, vous avez gagné 40 à 50 euros. Donc en fait, il n'y a aucun retour sur investissement qui est possible sur l'eau. Par contre, sur l'eau, l'approche qu'il faut avoir, c'est sur le coût du manque d'eau. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'eau, déjà, par exemple, vous avez investi dans une piscine que vous ne pouvez pas utiliser puisque vous ne pouvez pas la remplir. Si vous êtes agriculteur et que vous ne pouvez pas arroser, vous allez perdre votre production et donc vous perdez un an de production et ça vous coûte très cher. Et si vous êtes une usine et que vous ne pouvez pas utiliser l'eau qui est dans les nappes parce qu'il y a un arrêté préfectoral, votre usine elle ne tourne pas et vous ne pouvez pas produire. Donc en fait, ce n'est pas le problème du coût de l'eau. La question, c'est le coût du manque d'eau. Quand on n'a pas d'eau, on a des problèmes qui coûtent très cher et c'est comme ça qu'on fait le retour sur investissement dans l'eau. On a discuté de ces questions-là avec Veolia qui a proposé des solutions sur une usine de polyamide en Alsace qui a été interdit de produire pendant 1 mois. Et donc aujourd'hui, en recyclant l'eau, en faisant des stocks d'eau, ça lui permet de passer ces pics de stress hydrique. Et donc je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Alors qu'avec l'énergie, on n'a pas ce problème-là. On peut faire un retour sur investissement direct sur le kilowatt. Le dernier point, c'est la chimie. Alors la chimie, elle est pointée du doigt aussi, notamment le chlore, alors que je pense que c'est une bonne solution pour apporter la rémanence. Le problème, c'est pas tant la substance active du chlore, c'est tout ce qu'on y met autour. L'acide borique. En fait, il y a beaucoup de substances CMR, des substances qui vont atteindre la santé de l'être humain, les perturbateurs endocriniens, les PFAS. Et donc, ce qu'il faut, c'est réussir à avoir une chimie qui ne soit pas agressive pour l'être humain. Et toute la réglementation REACH, elle va dans ce sens-là, c'est protéger la santé des hommes, parce qu'on a la chimie, c'est quelque part une évolution. Ça permet d'avoir des matériaux qui durent plus dans le temps, mais de notre côté, comme la poêle Téflon de Tefal, on s'est aperçu qu'au bout d'un moment, c'était bien l'anti-adhésif, mais ça générait aussi d'autres problèmes pour le corps humain. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut traiter, c'est trouver une chimie saine qui ne soit pas pénalisante pour l'être humain. Alors ça, c'est la problématique et le concept. Alors, quelles solutions existent et quel lien avec la rénovation? On a pris le parti pris de dire comment on va utiliser la piscine pour, quelque part, fournir de l'eau, fournir de l'énergie et avoir une chimie juste dans les années à venir auprès du grand public. Et donc sur l'eau, une des premières solutions, ça a été de travailler sur la filtration membranaire avec Saint-Gobain. On a développé une filtration à base de carbure de silicium, c'est la céramique. Et elle a la particularité, cette membrane, de nous aider à passer d'une eau grise, donc une eau de recyclage, ou d'une eau verte, qui est une eau naturelle de récupération d'eau de pluie ou une eau de ruisseau, à une eau de qualité bleue, qui est une eau de qualité potable. Parce qu'on va enlever toute la biomasse, tous les micro-organismes, et on va supprimer tout ce qui est légionelles, bactéries coli, les cryptosporidium, qui sont des bactéries résistantes au chlore. On va enlever toute la bactério et on va arriver sur une filtration finalement de l'ultrafiltration à une qualité d'eau potable, un petit peu de chimie et on a une eau hyper cristalline qui peut être réutilisée pour la piscine mais aussi pour les usages domestiques. Donc là, on change un petit peu le paradigme sur l'objet piscine, elle consomme plus d'eau, mais on pourrait récupérer l'eau de pluie, stocker ça dans notre piscine, passer dans notre filtration céramique et refournir de l'eau pour l'arrosage, pour les chasses d'eau, pour des usages domestiques. Et dans ce cas-là, la piscine, elle n'est plus un consommateur, elle fournit de l'eau à la maison. Et on redonne sur les pics de sécheresse de la souveraineté aux consommateurs, puisque finalement, on a un risque d'avoir des restrictions. Et donc là, sur les pics de juillet ou de août, on pourrait récupérer notre stock d'eau pour utiliser à divers usages dans la maison. Si on regarde le deuxième point, c'est l'énergie. Et donc là, pareil, la piscine est pointée du doigt. Et on s'est dit aussi comment on pourrait utiliser les calories de la piscine pour chauffer la maison. Donc là, en ce moment, ça tombe bien, puisqu'il y a 33 départements où il y a de la neige en France. Ce qui veut dire que l'air est à 0 degré. Or, les piscines, elles sont peut-être à 8, 10, 12.
Donc aujourd'hui, pour chauffer une maison avec un système de pompe à chaleur, on a plus vite fait en géothermie d'aller chercher les calories dans l'eau que les calories dans l'air. C'est plus efficace. Et donc on a développé une pompe à chaleur hybride qui va switcher soit sur l'air, soit sur l'eau en fonction des conditions. Quand on refroidit la maison, quelque part, on a de l'air chaud, les chaleurs fatales qu'on dégage dans l'air. Et là, on va récupérer ces chaleurs-là, on va décharger les calories dans l'eau et on va stocker comme une pile les calories dans la piscine. Et finalement, on peut utiliser la piscine pour chauffer la maison ou refroidir la maison. C'est une pile. Elle a un faible rendement, mais elle a le mérite d'exister. Et donc là, on a quand même une obligation, c'est avoir 50% de réduction de consommation d'ici 2030, puisque vous savez, produire de l'énergie, c'est faire des émissions de gaz à effet de serre, c'est de la pollution, c'est des gros investissements. Certains font des centrales à charbon, d'autres c'est du gaz de schiste, d'autres c'est des centrales nucléaires. Quoi qu'il en soit, ça pollue. Et la première des choses, c'est de réduire les consommations. Donc là, on a un moyen avec notre outil qu'on manipule tous les jours d'améliorer le bilan énergétique de la maison. Et le dernier point, c'est la chimie, puisque on l'a vu, ce qui est important, c'est d'avoir une chimie saine. Et donc là, on a aussi des solutions qui existent en piscine, puisque j'ai mis un exemple ici, c'est une électrolyse à membrane qui permet de produire du chlore à pH neutre. Et c'est des systèmes de traitement d'eau plutôt industriels. Là, on a mis un exemple, on a fait le traitement d'eau, la potabilisation pour une ville de 700 000 habitants en Indonésie, Pontianak, et avec des systèmes d'électrolyse à membrane qui sont d'habitude très chers. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a miniaturisé ce système-là et on l'a adapté à la piscine. Donc c'est un système où il n'y a pas de sel dans la piscine, on est complètement offline, et on vient avec notre sac de sel, un circuit fermé, et on vient produire du chlore à pH neutre. On a eu un exemple hier d'une piscine collective qui a basculé sur ce système-là. Il a regardé ses consommations de produits avant, ça lui coûtait 60 000 € en chlore liquide, pH-, etc. Une fois qu'il est passé avec ce système-là, ça lui a coûté 8 000 € de consommation de produits dans l'année. Donc il a fait une épargne de 52 000 € en investissant ce système-là. Et on voit qu'il n'y a plus de bidons à manipuler, il n'y a plus de formulation sur le chlore. Là, on est vraiment sur une matière pure qui est produite in situ et qu'on vient doser directement. Et donc là, c'est mieux pour l'organisme parce qu'on est sûr de ce qu'on injecte dans la piscine. Donc d'une manière générale, on voit que l'idée, c'est de changer un petit peu l'état d'esprit qu'on a sur l'objet qu'on manipule, de dire on n'est pas forcément un consommateur d'eau, d'énergie et de chimie, mais qu'on peut retourner la situation en disant si on voit la piscine comme un coffre-fort à eau et à énergie, ça peut être une pile, ça peut être un fournisseur de calories, ça peut être un stock d'eau, et il y en aura besoin pour les années à venir pour passer les périodes où il manque de l'eau et avoir des systèmes de traitement qui peuvent être réutilisés pour toute la maison. Quand on regarde maintenant la partie perspective, c'est-à-dire en disant ok, ça c'est les solutions, mais comment ça s'applique concrètement dans notre métier. La rénovation, aujourd'hui, on sait que le parc français, c'est 3,4 millions de bassins enterrés. Et il y a 3 principaux chantiers, c'est tout ce qui est structure et revêtement. Donc là, c'est d'avoir une bonne isolation pour stocker nos calories. Une piscine égale une couverture, hein, c'est comme dire on fait une maison sans fenêtre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va avoir des déperditions d'énergie, des ponts thermiques, etc. Là, il faut absolument... La couverture, elle permet de baisser les consommations de produits chimiques parce qu'elle évite les impuretés de rentrer dans la piscine. Mais elle conserve également l'eau, puisqu'on a vu 1% de réchauffement climatique, c'est 7% d'évaporation. Et l'évaporation, c'est un des premiers points de perte d'eau de la piscine. Et elle permet aussi de conserver l'énergie, parce que quand on chauffe une piscine, il faut absolument qu'on garde les calories dans l'eau. La deuxième partie, c'est la partie filtration. On l'a vu, 80% de la qualité d'eau vient de la filtration. Et souvent, on est un peu léger avec nos filtres à sable ou nos filtres à cartouche. Et là, il existe des filtrations alternatives qui permettront de monter le niveau de qualité d'eau, avoir une qualité d'eau potable et pouvoir réutiliser cette eau peut-être pour d'autres usages dans la maison. Et le troisième point, c'est les systèmes de chimie, donc traitement, système d'injection, où là, on a la capacité de produire du chlore, du biocide in situ. Et je pense que c'est une bonne solution, d'une manière générale, de avoir un juste équilibre entre tout centralisé et tout décentralisé. Je pense qu'il ne faut pas tout décentraliser, il ne faut pas faire le balancier. Mais sur les pics de consommation d'énergie, d'eau ou sur la chimie, je pense qu'on peut utiliser le local technique comme une mini-station non collective
de production qui pourrait permettre aux consommateurs de réutiliser un petit peu ces ressources et de fournir ça à la maison. Quand on regarde le marché de manière globale, alors j'ai parlé 3,4 millions de piscines en France, en Europe c'est plus de 10 millions, et donc quelque part on a 10 millions de coffres-forts et AO à énergie à rénover. Aujourd'hui, le parc il vieillit, et donc c'est en s'appuyant sur ça, on n'a pas besoin d'avoir de nouvelles constructions. Alors s'il y a des nouvelles constructions, on peut les équiper en première monte, mais on peut aussi rénover les locaux techniques de ce parc-là pour pouvoir faire cette montée de version, être plus éco-responsable, s'appuyer sur le changement des anciens équipements avec des équipements qui soient plus vertueux. Et on regarde le marché, en 2023, on était à plus de 7 milliards. Les perspectives, c'est que d'ici 10 ans, on va dépasser les 13-14 milliards. On a une croissance d'environ 7 à 8% par an qui est prévue. Et entre les nouvelles constructions qui vont agrandir ce parc-là et les rénovations, puisque le parc est vieillissant, on a un énorme potentiel devant nous de convertir, d'avoir un secteur plus vertueux, plus raisonné et de fournir voilà, des solutions responsables et d'être fier en fait de notre secteur et de ne plus être pointé comme juste un consommateur. Voilà Sylvain, un petit peu le principe. Je pense que ce qui était important, c'était d'aller sur les solutions concrètes. Absolument. Et voilà, c'est pas on va dire de la philosophie. Aujourd'hui, il y a des solutions concrètes qui existent pour rénover les bassins. Et c'est justement tout l'intérêt du propos, de ne pas rester, on va dire, dans le conceptuel, mais effectivement dans l'aspect on ne peut plus pragmatique. Merci beaucoup. Et justement, comme c'est affiché, questions-réponses. Les questions, c'est vous. Les réponses, c'est de notre côté. Avez-vous des questions, justement Oui, évidemment. Tenez, on vous écoute avec attention. Bonjour, merci pour la présentation. Juste une petite question concernant le stockage de l'eau, notamment l'eau de pluie. Comment on peut aujourd'hui, d'un point de vue structurel, pouvoir envisager une solution nous permettant des variations de niveau, sachant qu'aujourd'hui, les piscines sont en grande partie considérées comme étant des surfaces d'imperméabilisation des sols. Et cette solution tampon nous oblige forcément à avoir un réservoir attenant ou déporté, mais qui aura également un impact sur l'imperméabilisation des sols. Donc est-ce qu'il y a une réflexion un petit peu autour de ça, et notamment autour des solutions d'urbanisme ? Alors c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on a soustrait la surface de la piscine comme étant, puisqu'il y a une dalle en fait, c'est le problème de la dalle, et donc on dit en effet la surface de la piscine, quand il pleut, c'est comme une construction et l'eau ne pénètre plus les nappes, et donc aujourd'hui on voit que de trop artificialiser, dès qu'il y a des épisodes climatiques intenses, eh bien, il y a des inondations immédiatement, et donc l'urbanisme est très vigilant par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, il faudra plusieurs types de stockage d'eau, parce que l'eau elle a plusieurs qualités, elle peut être grise, verte ou bleue. Et donc quelque part, l'idéal, ça serait presque d'avoir 3 niveaux de stockage, puisque récupérer d'abord une eau verte de pluie, et là on peut utiliser les vides sanitaires. Nous on met des citernes souples dans les vides sanitaires, et là, aucun impact sur l'artificialisation des sols. Ensuite, on peut basculer moyennant une filtration, parce que la piscine n'a pas besoin, des fois on remplit avec des eaux de forage ou autre, et puis elle prend des eaux de pluie par sa surface. On vient mettre cette eau verte dans la piscine, l'utiliser, la filtrer. Et ensuite, avec une filtration céramique, je peux avoir une cuve dans la maison où je ressors cette fois-ci une qualité d'eau bleue que je vais utiliser comme un ballon d'eau potable pour les usages de maison. Et là, j'ai utilisé pas 1 mètre carré de plus de béton. Après, on peut avoir des cuves enterrées, on peut avoir plein de solutions, mais je pense que de plus en plus, ces vides sanitaires sont imposés sur les nouvelles constructions. Du moment qu'on a, je sais pas, 80 cm, on peut y glisser une citerne. Et de toute façon, je pense qu'avec l'évolution des normes, on va imposer d'avoir une cuve d'eau de stockage dans la maison. Et là, voilà, si on peut puiser l'eau de la piscine pour fournir cette cuve, ça sera mieux que de la remplir avec l'eau du réseau. Et du coup, comment sensibiliser le client final justement pour avoir bien l'ensemble on va dire de ce circuit vertueux? Je pense qu'au début, il y a quelques personnes qui vont y aller spontanément, mais que d'une manière générale, c'est la réglementation qui va imposer. On a eu RT 2012, RT 2020 sur l'isolation. On sait tous que, par exemple, l'isolation par l'extérieur, c'est meilleur, mais on ne le fait jamais. Et donc là, je pense que sur les nouvelles constructions, on va imposer d'avoir des cuves
pour pouvoir stocker de l'eau, parce que le problème, c'est le cycle de l'eau, il y en aura toujours, c'est quand il pleut, il faut la récupérer, il faut la stocker. Oui, bien sûr. Et si on ne peut pas la Bien sûr. stocker, eh ben, quelque part, on ne peut pas passer les périodes où on sera en restriction. Ouais. Donc, interdiction de remplir, d'arroser le jardin. Les personnes ont investi, je sais pas, un beau jardin, et puis pendant 2 mois, tout jauni, tout fan, etc. Alors qu'en ayant stocké leur eau de pluie, ben, ils pourraient continuer sans utiliser l'eau du réseau. Et donc ça, je pense que dans les nouvelles normes de construction, ça a commencé par l'industrie. Aujourd'hui, c'est obligation de recycler 15% des eaux d'industrie. Donc ça, c'est une contrainte pour les industriels. Ils s'y mettent par la contrainte. Et je pense que le particulier ira aussi par la réglementation. Donc il y a effectivement passer par les contraintes, par les normes, et puis aussi, j'imagine aussi par une Je éducation, si je puis dire, une sensibilisation, et peut-être qu'il y a une communication au niveau global, national à faire aussi là-dessus. Et sur c'est la le sensibilisation. changement de mentalité, c'est-à-dire c'est pas le coût de l'eau, c'est le coût du manque d'eau. Oui, absolument. Et ça, si une eau à 4 euros du mètre cube, c'est rien du tout. Mais si le jour où vous avez plus d'eau potable, ce qui sort du robinet, On va aller acheter des bouteilles, et là, le coût sera autrement plus élevé. exactement. Ça, c'est sûr. D'autres questions ou remarques? Je suis sûr que vous en avez. Je voudrais, moi, revenir justement sur l'efficacité du système de filtration, puisque ça commence un petit peu à émerger, le fait d'utiliser la céramique, l'outil la céramique. Est-ce qu'on peut développer un petit peu plus justement toute la valeur ajoutée de ce matériau? Oui, alors en fait, à la base, c'était utilisé dans l'automobile pour Ouais. faire le pain de céramique des filtres à particules des moteurs diesel. Moteurs diesel émettent des nanoparticules, et en fait, cette céramique faisait la rétention, parce qu'il y avait cette pollution-là en qualité d'air. Et on a eu la bonne idée d'arrêter les moteurs thermiques en Europe. Donc les fabricants se sont dit, je ne peux plus utiliser ma céramique en traitement d'air, je vais l'utiliser en traitement d'eau. Et donc ils ont commencé à regarder dans quelles applications ils pouvaient utiliser la céramique en traitement d'eau. Ça a été l'industrie, l'agroalimentaire, et puis nous on a regardé côté piscine. Les premières utilisations étaient en piscine collective avec des installations qu'a réalisé Hervé Thermique. Et nous on a miniaturisé le système pour la piscine privée. Et c'est vrai que ce carbure de silicium aujourd'hui a d'énormes propriétés, puisque contrairement à l'osmose inverse ou à d'autres systèmes là, on consomme moins d'eau. On est sur une filtration au micron, et en fait on retire vraiment toute la turbidité et la biomasse, et on arrive à une qualité d'eau cristalline avec un minimum de micro-organismes, d'éléments pathogènes, et c'est bien mieux pour la santé. Je pense que c'est aujourd'hui encore très cher, mais c'est l'avenir. De plus en plus de gens se lancent et dans la filtration membranaire, et dans la filtration membranaire, il y a encore plein de variantes possibles, dont la céramique. Là, vous venez de dire justement, ça reste très cher. Est-ce que c'est pour ça que ça n'a pas été, entre guillemets, utilisé ou développé avant? Puisque depuis combien de temps, entre guillemets, ça se démocratise justement Alors, ça a commencé par les piscines collectives Ouais. dans notre secteur, et aujourd'hui en piscine privée, il n'y a aucune solution qui existe en filtration céramique. Nous, on en a exposé une sur notre Ouais. stand, si vous voulez venir voir. Elle est encore très chère. On parle de 20 à 30 000 euros. Donc, c'est pas donné, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la filtration, c'est quand même le parent pauvre de la piscine et du local technique. Mettre un filtre à sable ou un filtre à cartouche, quand on a des beaux bassins à 100 000, 150 000, 200 000, et que quelque part on filtre l'eau avec une solution qui a 40 ou 50 ans, bon, c'est un peu comme acheter une belle voiture avec un moteur de Clio, quoi. Quoi, Donc moteur là, de je pense Clio, que c'est pas bien le moteur de Clio? c'est très bien, mais ça dépend de l'usage. C'est-à-dire Non, non, que quand on est sur un objet qui a coûté un certain prix, je pense que la clientèle, elle a besoin d'une certaine qualité d'eau, et que quelque Bien part, sûr. le filtre à sable ne permet pas d'atteindre ce niveau de qualité. Donc là, il faut trouver des solutions alternatives. Et la céramique, je pense que ça sera, avec la démocratisation, quand on va augmenter les volumes, une bonne solution pour le secteur. Absolument. Ok. D'autres remarques, questions? Et ça enlève les chloramines aussi, donc qui est aussi Oui, un gros absolument. problème dans le secteur. Donc, et contrairement à l'UV qui vient flasher les micro-organismes, on ne laisse pas les cadavres dans la piscine. C'est-à-dire qu'on vient les récupérer, et après, avec le backwash, on vient enlever cette matière en suspension. Et donc, on a vraiment, c'est des solutions, je pense,
presque paysanne, mais de bon sens. Ouais. Question, ou alors tout est tellement extrêmement clair, et du coup ça vous donne une vision justement sur l'avenir. D'autres questions? Oui, je savais, si on insiste un petit peu, voilà, il y a toujours une petite interrogation. Alors, c'est pas une question, c'est un commentaire sur Oui. le travail avec Sébastien. On parlait de rénovation tout à l'heure par rapport au fait de stocker de l'eau. Où est-ce qu'on va stocker l'eau qu'on va récupérer? On a un parc de piscines où historiquement on faisait de grands bassins, des 12 par 6, des choses comme ça. Et dans le métier, on voit que de plus en plus, on va faire des piscines, on va refaire des piscines dans des piscines qui existaient déjà. Et ça peut nous permettre de prévoir un espace de stockage d'eau. Donc dans le plan que l'on prévoit de rénovation, on peut déjà, par défaut, quand on va faire un couloir de nage dans une piscine qui faisait 6 mètres de large, prévoir une zone où on va pouvoir récupérer les eaux de trop-plein, par exemple, de la piscine, puisque bien souvent, quand on pense à la récupération d'eau de pluie, on pense aux eaux qu'on récupère en toiture, mais la surface de la piscine, c'est comme une toiture, ça permet de récupérer les eaux de pluie, et cette eau-là, il faut qu'on puisse la stocker pour la réutiliser après qu'elle ait été recyclée. Voilà, c'était un commentaire par rapport à la rénovation et ce parc de piscines qui est vieillissant, qui est de grandes piscines avec des pointes de diamant, des fosses à plonger. On a du volume à récupérer pour stocker de l'eau pour d'autres usages. Merci beaucoup, puisque effectivement, quand on pense stockage d'eau, on imagine déjà une infrastructure à côté de la piscine, donc effectivement avec une artificialisation des sols, enfin voilà, et effectivement, ce sont des choses à prendre en considération. Si vous n'avez plus de questions, peut-être un mot de conclusion? Non, je pense Vive que la rénovation, voilà. ouais, et surtout l'éco-responsabilité, puisqu'on est, chahuté, on est pointé du doigt. Quand les solutions ne sont pas efficaces, c'est du greenwashing, c'est-à-dire on fait des fausses promesses qui ne sont pas quantifiables. Donc s'il faut revenir au contrôle et à la mesure et la qualité de ce qu'on délivre. Mais aujourd'hui, il y a des solutions techniques pour y répondre. C'est vrai qu'au début, elles seront un peu onéreuses, mais il va falloir passer par là pour démocratiser. Et je pense qu'avec ce parc existant, on a toute vocation à rénover étape par étape et à changer l'opinion publique sur l'objet qui n'est pas qu'un objet de luxe et de loisir, mais qui peut être aussi un objet au profit de la maison et du porte-monnaie. Exactement, un espace à vivre. Écologie. Voilà, et puis un espace à vivre supplémentaire dans la maison, un lieu de sociabilisation. Voilà, et ça, effectivement, c'est au-delà du fait de se tremper les pieds dedans. On le sait pertinemment. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Et je crois qu'on peut effectivement nourrir cette fin d'intervention par des applaudissements. Merci beaucoup. On rappelle le numéro du stand, parce que aussi. Bon, CF Group, pardon 4D26. Voilà, comme ça vous allez pouvoir poursuivre vos échanges. Merci beaucoup pour votre présence. On se retrouve dans 15 minutes et là on va parler.